Bonjour à tout le monde. Mon sujet aujourd'hui que je voulais partager avec vous, c'était effectivement le design de service et la conception universelle. Donc on va traverser différents sujets associés au handicap, à la conception, au design, et essayer de voir pourquoi aujourd'hui il est incontournable de croiser le design, le handicap et la performance. Donc première étape, Signe de Sens. Donc moi je suis le directeur de Signe de Sens. C'est une association basée à Lille qui travaille depuis 2003 sur des questions d'accessibilité, d'accès de tous aux services de la cité de façon générale. On est une équipe d'une petite vingtaine et surtout on a énormément de partenaires. Notre enjeu il a toujours été de se dire que si on voulait que la société bouge, il fallait que toute la société soit dans le projet. Donc on a toujours essayé de faire au maximum pour avoir toutes les parties prenantes autour de la table dans le cadre d'un processus de design qui allait transformer les usages ou les pratiques d'un des services de la cité. Donc c'est assez fondamental pour nous et nécessaire dans le processus de projet qu'on mène. En termes de mission, Signe de Sens, nous, notre objectif, c'est de rendre la société plus inclusive en s'appuyant sur une méthode qui est celle du design de service, c'est-à-dire recomposer l'expérience des utilisateurs, on en reparlera après. Dans plusieurs secteurs, on a le médico-social, bien sûr, tout ce qui est l'univers médico-social et médical. On a tout l'univers de la culture, comment permettre aux personnes ayant différentes habilités de fréquenter l'expérience culturelle. Et puis dans le service public, notamment bien sûr tout ce qui va être numérique, mais aussi les espaces physiques, comment faire en sorte que tout citoyen accède assez naturellement et assez simplement au service public. Et de plus en plus, on travaille avec les entreprises aussi sur la rénovation de leurs services et de leurs produits, ou la réinvention de leurs services et de leurs produits, mais on en reparlera là aussi après. En termes d'action, c'est assez intéressant et important de le présenter parce qu'on est une association, et en même temps, on a deux grandes dynamiques. On a une partie qui sont effectivement cette case noire, qui sont nos programmes d'action, c'est-à-dire les programmes que nous, acteurs associatifs, on décide de porter. Ce sont des thèmes sur lesquels on a décidé de s'engager et de porter une dynamique. Donc on travaille avec des partenaires, on cherche les budgets, on monte les projets, on fait toute l'ingénierie, le portage, etc. etc. Donc sur des thèmes comme l'accès à la lecture pour tous les enfants, comment on fait pour promouvoir une offre d'édition jeunesse accessible qui aujourd'hui est très riche mais très peu connue, pour que les familles trouvent près de chez elles des livres adaptés aux besoins de leurs enfants. Ça passe par la langue des signes, la diffusion de la langue des signes, l'accès de tous à tout en langue des signes, l'autonomie des enfants autistes 3-6 ans, etc. Donc ce sont des programmes qu'on lance sur 1, 2 ou 3 ans, comme tout acteur associatif. Et puis en parallèle, on a des actions qui sont des prestations, qui sont des choses qui nous permettent de rendre service et en même temps de créer un revenu, ce qui nous donne aussi un certain degré d'autonomie. Et donc ce qui est important aussi, notamment pour nos partenaires clients, c'est que l'argent qu'ils mettent dans les projets avec nous, de toute façon, est réinjecté dans une dynamique de projet. Donc effectivement, sur la partie prestation, on a tout ce qui est production de contenu accessible. Donc on va aider les structures qui doivent communiquer à communiquer de façon claire. Sur support print ou numérique, tout ça. On va faire de la formation, de l'inspirationnel, donc trouver tous les moyens possibles pour faire monter en compétence l'écosystème pour qu'ils puissent eux-mêmes porter des projets de conception universelle. Et puis le design de service, donc de plus en plus on est sollicité pour aider des structures à repenser leur parcours utilisateur avec cette dimension d'inclusion, d'accessibilité, de conception universelle, etc. Donc ces deux facettes sont très importantes pour nous aussi parce que on a toujours eu le souhait d'être un acteur pragmatique, c'est-à-dire qu'au final, on ne voulait pas dire au monde « faudrait faire autrement », on voulait montrer qu'on pouvait le faire autrement. Et donc même à notre propre système, on l'a imposé. Et donc on peut montrer très clairement que c'est rentable économiquement, que ça fonctionne et que c'est efficace. Donc voilà, Signe de Sens, ce n'est pas un acteur qui fait du lobbying, ce n'est pas un acteur qui fait de la promotion de valeurs ou de messages, c'est un acteur qui fait du concret et qui essaye de faire progresser les pratiques par de l'exemplarité. C'est vraiment très très important pour nous. Il y a plusieurs acteurs qui ont plusieurs fonctions dans la chaîne de transformation de la société. Et nous, la place qu'on a choisie, c'est vraiment celle de l'opérateur. Donc en termes d'impact, ça veut dire qu'on touche à peu près 150 000 personnes chaque année avec nos propres projets, donc en direct, plus bien sûr l'impact de tous les projets qu'on mène avec nos clients. On a édité plus de 50 outils, solutions diverses et variées sur différents sujets. Et on fait de plus en plus de prestations, comme je disais, pour des tiers, donc services publics, entreprises, partenaires du médico-social, etc. Alors avant de rentrer dans les sujets, on va dire, il y avait deux choses qui me semblaient importantes d'évoquer, puisque finalement on parle de handicap,
Et c'est assez drôle puisque c'est un terme que personne n'arrive en général à définir. Et en fait, pourquoi? Tout simplement parce que quand on regarde, le handicap, il a plusieurs angles de regard. Quand vous êtes dans une posture administrative, le handicap n'a pas les mêmes définitions que quand vous êtes dans une vision médicale ou que quand vous êtes dans une vision sociologique, dans une vision culturelle ou dans une vision situationnelle. Je vous donne un exemple tout bête. Vous êtes quand même assez nombreux à avoir des lunettes. Vous n'êtes pas considéré par l'administration publique comme étant en situation de handicap, puisqu'on estime que vos lunettes compensent largement votre difficulté et vous permettent de mener une vie normale. Donc elle ne va pas vous donner une allocation d'adulte handicapé. Alors que si votre degré de vision dépasse un certain seuil, on va estimer qu'effectivement, c'est un frein à votre vie quotidienne, et là, l'État a en charge une compensation de votre situation quotidienne pour vous permettre de vivre correctement. Donc vous voyez, l'État n'est pas raccord avec la médecine, puisque la médecine, à partir du moment où vous avez besoin de lunettes, elle estime que vous êtes handicapé d'une certaine façon, puisqu'elle estime que votre œil dysfonctionne par rapport à la normalité médicale, et donc nécessite une intervention du médecin. L'ophtalmo, l'appareillage, etc. Ensuite, sur une version sociologique, quand vous avez 5 personnes sourdes entre elles qui parlent en langue des signes, elles n'ont pas le sentiment d'être handicapées dans la situation qui est en train de se passer. Et quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue des signes va se sentir, à l'inverse, très handicapé, qui est la même chose que si vous partez en Chine ou des choses comme ça. Donc on voit bien que sociologiquement, ce sont finalement des accords culturels, langagiers, de posture, d'évidence, etc., qui vont créer le sentiment de handicap ou le sentiment d'inclusion. Donc là aussi, les définitions sont très différentes et peut-être très contextuelles aussi. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui vous est étiqueté, c'est quelque chose qui dépend de où vous êtes et avec qui vous êtes, et de ce que vous voulez faire aussi parfois. Et donc on va rejoindre avec ça la vision culturelle. Qu'est-ce que le handicap? Finalement, chaque pays n'a pas la même définition du handicap. Donc on voit bien qu'en soi, ça n'est pas une évidence. Et la vision situationnelle, qui a permis de passer de personnes handicapées à personnes en situation de handicap, qui est de dire je suis en fauteuil, tant que je n'ai pas de marche à franchir, a priori, je n'ai pas tellement de handicap sur mon déplacement, mais si je suis devant une marche, là, je bute. Donc c'était à deux tenants, c'est-à-dire à la fois le fait de se dire que ça dépendait de la situation, mais aussi que ce n'était pas la personne qui amenait le handicap, c'était la situation qui amenait à la personne une complexité. Donc du coup, on travaille la situation et on ne demande pas à la personne d'être en permanence celle qui fait des efforts. Donc voilà, en tout cas c'est très important d'avoir ce truc en tête, le handicap n'est pas quelque chose d'évident, de simple, d'unidirectionnel, etc. C'est quelque chose de très flou et de très contextuel. Et du coup ça nous amène en regard, puisque quelque part, quand on regarde un petit peu, même un peu quand on est entre nous, on se dit oui, bon, il y a les gens normaux, puis il y a les gens handicapés. Donc c'est assez intéressant de se dire du coup c'est quoi une personne normale en regard de ça. Alors, il y a plein de façons d'aborder là aussi le sujet. Celle que j'introduis là, qui est en lien avec la suite, c'est que, quelque part, pour moi, quelqu'un qui est normal, c'est quelqu'un qui se sent considéré par le système et par ses services. Donc très concrètement, c'est quelqu'un qui vit une expérience satisfaisante. Si je vis une expérience satisfaisante, je ne me sens pas handicapé, je me sens normal. C'est-à-dire je ne me pose même pas la question de qui je suis. Je suis, et je fais, et je vis. Et donc je n'ai pas de soucis. Et donc c'est là où, bien sûr, on voit la connexion avec le design, puisque le design crée les expériences. Donc c'est vraiment un des fonds de mon propos, c'est d'être très très convaincu et de plus en plus que c'est le design qui va définir qui est normal et qui n'est pas normal. Parce que c'est lui qui va définir qui a été pensé comme utilisateur potentiel de la solution et qui a été oublié ou négligé. On le savait qu'il était là, mais on s'est dit, il n'y en a que 5%, c'est pas grave. Donc voilà, en tout cas, moi, la définition de normalité sur laquelle je vais faire la suite de la discussion, c'est l'idée que être normal, c'est sentir qu'on est satisfait par l'expérience qu'on a vécue. Et du coup, ça englobe pratiquement tous les champs. Alors, en termes de vision, donc de vision, de signe de sens, et pour documenter un peu tout ce que je viens de vous partager, pourquoi on invente le vibreur? Pourquoi on invente la télécommande? Le vibreur, on l'invente parce qu'à un moment, les personnes sourdes, elles ont besoin de savoir qu'elles ont reçu un SMS. Et du coup, on met dans les téléphones une technologie qui était existante. Le vibreur, ça existait avant ça. Mais on ne savait pas à quoi ça pourrait servir, entre guillemets. Et là, d'un coup, on a un cas d'usage très clair, très précis, qui est qu'une personne sourde a besoin de savoir qu'elle a reçu un SMS. Donc on met le vibreur et tout le monde trouve ça aujourd'hui génial parce qu'on peut entendre silencieusement qu'on a reçu un message. Donc finalement, il n'y aurait pas de vibreur sans les sourds. La télécommande, c'est les gens qui ne pouvaient pas se déplacer. Parce que les gens qui se déplaçaient, ils allaient changer les boutons à la télé. Ceux qui ne pouvaient pas, donc, au bout d'un moment, on s'est dit, OK, on peut inventer une technique et on est rentré sur la télécommande. Qui, bien sûr, aujourd'hui est une évidence. Pourquoi on invente une essoreuse à salade à une main? Parce que tout le monde n'a pas deux mains. C'est tout bête. Et en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont qu'une main qu'on invente une essoreuse à salade à une main. Et qui, derrière, devient un succès commercial grand public.
Donc vous le voyez dans tous les exemples que je vous donne là, le truc, c'est pas une créativité sectorielle, ni segmentée, ni pour les pauvres. C'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est d'aller chercher dans la diversité des opportunités de créer et des stratégies. C'est-à-dire que ces personnes, confrontées à des difficultés tous les jours, toutes les 5 minutes, elles développent des stratégies dans tous les sens. Elles les testent, elles les améliorent, elles les changent, elles les refont. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle des experts d'usage. Ils ont une expertise de la façon de contourner le genre de difficultés auxquelles elles sont confrontées. Et donc, c'est à la fois sourcer ces stratégies et dialoguer avec elles pour comprendre comment elles auraient envie que ça se passe, et à la fois fournir un service qui va leur permettre une vie normale, au sens où je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une expérience satisfaisante. Donc, gardons en tête ça, les outils qui sont inventés pour le grand public, je ne crois pas que ça existe un outil qui aurait été inventé sans qu'il y ait un problème qui ait été identifié au démarrage. On invente parce qu'on veut résoudre une problématique, on n'invente pas parce que tout va bien. Donc voilà, et si je vous donne un cas très concret, c'est l'ergonomie des synthétiseurs. Hein, c'est assez intéressant. À la base, les synthétiseurs, c'était des claviers avec des centaines de potentiomètres partout. C'était juste ingérable à manipuler. Sauf que Stevie Wonder, il s'en sort pas trop mal. Il devient célèbre et il est aveugle. Et il comprend pas toujours, il se repère pas bien sur les claviers. Et il bosse avec le fabricant des claviers pour optimiser l'ergonomie des claviers. Et ils finissent par produire un clavier qui devient un succès grand public, tout simplement parce qu'il est plus simple à manipuler. Et quand vous regardez aussi un claviériste, en général, il ne regarde pas son clavier. Donc, c'est pas comme s'il était aveugle, mais en tout cas, il ne regarde pas son clavier. Donc, il a besoin de se repérer très facilement, sans forcément regarder en permanence où il met ses doigts. Donc, vous voyez, là aussi, les deux situations se rejoignent, même si le pourquoi n'est pas le même. Donc voilà, donc Stevie Wonder participe à la conception de claviers plus ergonomiques qui vont être des succès commerciaux. Donc ça nous emmène à la question de la perception du handicap par la société. Souvent, c'est un peu le casse-tête. On ne sait pas comment faire in fine pour les accueillir sur un truc qui a été conçu pas pour eux. Si on prend le contre-pied, on peut tout à fait se dire qu'on n'a pas envie de vivre dans cette société-là, hein, où tout le monde se ressemble. Donc forcément, la diversité, c'est un levier. C'est quelque chose qu'on a envie de vivre, mais qu'on ne sait pas toujours par quel bout prendre. Donc nous, c'est vraiment notre parti pris, c'est que le handicap est un levier d'innovation pour la société. Et ça n'est pas une croyance, ça n'est pas une vision que je voudrais transmettre à des fidèles. Ce n'est pas le sujet, c'est juste un constat. Et nous, on essaie juste d'industrialiser ce qui est aujourd'hui accidentel. C'est-à-dire que dans des processus de création, parfois on se rend compte que parfois on a croisé une personne handicapée et ça a donné une idée. Nous, notre question, c'est comment on industrialise ça et que, assez naturellement, dans les processus d'innovation et de créativité, on s'intéresse à l'accessibilité comme d'un levier, tout bêtement, d'un des leviers de créativité. Comme on s'intéresse au voyage, aux cultures étrangères, à la vie dans l'espace, à la vie sous-marine. En fait, on cherche des situations d'usage atypiques. Le handicap est une situation d'usage encore aujourd'hui atypique. Donc ça nous amène à la conception universelle. Donc la conception universelle, en gros, hein, c'est une méthode de conception pour arriver à des objets et services accessibles à tous, en tout lieu, en tout temps. Conception universelle. Il y a plusieurs définitions, plusieurs degrés de souplesse, etc., qui en général finissent par dire on fait le plus qu'on peut, puisque vous vous doutez bien que arriver à des objets utilisables par tous, en tout lieu, en tout temps, c'est impossible. Donc on se dit, bon, en tout cas, il faut faire le maximum pour aller dans cette direction-là. Moi, la conception universelle, je la mets en parallèle de la dictature de la moyenne. C'est qu'en général, quand vous concevez quelque chose, vous utilisez votre courbe de Gauss. Hein. Vous dites, bon, la plupart des gens sont dans cette gamme de valeurs, donc je vais concevoir pour eux, puis ceux qui sont au-delà, je vais faire l'impasse. Je ne peux pas gérer tout le monde. Donc, vous allez définir, on revient à cette question, hein, vous allez définir ceux qui sont normaux et ceux qui sont anormaux au regard de l'expérience que vous inventez. Le but de la conception universelle, ça n'est pas d'éradiquer ça ou de faire une sorte de coup de baguette magique, c'est juste, effet spécial, d'étendre le champ de la normalité. C'est-à-dire qu'à chaque itération sur le sujet, on essaye d'aller plus loin. Donc ça devient un peu plus pragmatique et un peu plus atteignable. C'est qu'on se dit juste qu'on doit faire mieux qu'hier. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas été considérés, ok, venez dans le bateau, cette fois on ne va pas vous oublier, on va élargir le champ de la normalité. Donc pour moi, l'enjeu de la conception universelle, c'est presque une conception universalisante, dans le sens où c'est plutôt un processus d'amélioration qu'un résultat en soi. Donc c'est à la fois une démarche et une vision, dans l'idée d'augmenter le nombre de personnes qui se sentent normales dans l'expérience. Donc, je vous donne un exemple. Hein, quand on invente les chaises, c'est pas très compliqué. L'assise, il faut qu'elle soit à une certaine hauteur. On prend la moyenne des gens en termes de taille ou de pli du genou. Hein. Quelle hauteur est en général le pli du genou des gens? Et puis on dit, ok, la hauteur, ça va être autant de centimètres. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui se dit, on pourrait faire une chaise qui monte et qui descend. Et là, d'un coup, vous voyez bien, la gamme des gens qui se sentent normaux,
elle est très très élargie d'un seul coup. Puisque même les enfants pourraient utiliser cette chaise alors qu'avant, on a fini par redesigner des chaises pour enfants dans le fil. Donc, vous voyez, ça pour moi, c'est un très bon exemple de conception universelle. Un autre exemple, ce serait celui-là, qui est plus un accès à l'information. Là, c'était un objet physique, là, on est plus dans l'accès à l'information. Quand j'écris un livre, il faut que je choisisse une police de caractère. On s'est dit, de façon standard, cette taille de police, c'est celle que les gens savent lire correctement, simplement, etc. Ce qui n'est pas vraiment vrai. À la fois parce que des fois on est fatigué, à la fois parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vision, à la fois parce qu'il y a des gens qui ont de la dyslexie et qu'ils ont envie de caractères un peu plus grands, d'espacements un peu plus grands, etc., etc. Donc d'un coup, on passe sur de la lecture numérique et là, vous avez une capacité à personnaliser votre expérience de lecture. Donc c'est quand même très intéressant en termes de taille, de type de police, de contraste, de couleur, etc., etc. Donc vous voyez bien que la gamme de personnes qui sont à l'aise dans la lecture, elle a très très fortement augmenté. Donc voilà pour moi 2 grands exemples de conception universelle. Et ce qui est important, c'est surtout que ça le rende concret et que ça permette au design de comprendre comment travailler dans une démarche de conception universelle. C'est-à-dire de se dire, OK, est-ce que j'ai élargi le champ des personnes qui se sentent normales dans mon expérience ? Donc pourquoi la conception universelle ? À la fois pour la vision, ça promeut du vivre ensemble, et je pense que c'est à la fois, ça a toujours été important, mais peut-être encore plus en ce moment, et de se rappeler que vivre ensemble, c'est chouette. C'est pas un problème en fait. Et aujourd'hui, quand on parle de diversité, c'est toujours comment gérer la diversité. Comme si c'était comment gérer le mal de dos. Et en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment valoriser la diversité. Comment on revient à la diversité qui crée de la valeur. Comment on le remet sur le devant de la scène. Puisque, en tant que société humaine, nous n'avons survécu que par la diversité. On ne serait pas encore là si les hommes n'avaient pas la capacité à segmenter leurs expertises, leurs compétences, leurs talents et à collaborer, en fait. Donc c'est juste de se réapproprier le fait qu'être tous pas pareils, c'est quand même super. Et que ça nous génère la capacité à survivre en tant qu'espèce. La deuxième chose, c'est que c'est une démarche de progrès pour tous, c'est que la conception universelle permet d'améliorer l'expérience de tous les utilisateurs. Voilà. Quand on abaisse un comptoir à 1 mètre ou à 70 cm pour que les personnes en fauteuil elles puissent accéder au comptoir, pour moi, ce n'est pas un progrès. C'est un défaut de créativité. C'est juste, c'est pas normal qu'on n'invente pas un dispositif qui permet à ce que moi, qui fais 1,88 m, je sois confort sur le comptoir et que la personne en fauteuil, elle soit confort sur le comptoir. Donc, vous voyez, là, pour moi, il y a un sujet de créativité qui n'a pas été investi. Donc la conception universelle, ça ne peut pas être accepter que votre expérience soit moins bonne parce que la sienne, elle est meilleure. Ça, c'est pas bon. Ça marche pas en termes de design. C'est pas le but, c'est pas la dynamique. Ça peut être une étape, mais ça doit pas être un résultat. Donc ça doit être un progrès pour tous et doit être perçu comme une évolution du groupe dans son ensemble. Et enfin, c'est une stratégie efficace pour 2 raisons. Ça dope la créativité et ça augmente la performance du système. Quand on a fait les sites accessibles pour les aveugles, c'était intéressant parce qu'une des premières conséquences, c'était que le référencement naturel sur les moteurs de recherche était beaucoup plus élevé pour les sites accessibles que les sites pas accessibles. Parce que pour faire un site accessible aux déficients visuels, vous êtes obligé de respecter un certain formalisme dans l'organisation de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que les moteurs de recherche, ce sont des utilisateurs aveugles. Ils ne regardent pas les interfaces, ils traversent le code. Donc mieux le code est rangé, mieux l'information est structurée, plus il se repère. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont hyper intéressantes dans le fait que c'est de la performance. Quand vous voyez aujourd'hui combien les entreprises dépensent pour du SEO, du référencement, etc., il y a un levier tout bête qui répond à un enjeu sociétal et à un enjeu stratégique qu'elles n'investissent pas assez, très clairement. Donc voilà. Conception universelle, handicap, accessibilité, design, normalité, c'est un petit peu tout ça. Maintenant, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans du concret, à la fois sur la méthode et à la fois sur quelques exemplarités. La méthode design de service. Donc nous, on se positionne sur le design de service, c'est-à-dire que notre objectif, c'est de construire une histoire pour l'utilisateur qui soit pertinente pour une diversité d'utilisateurs la plus large possible. Donc, c'est important à voir puisque ce parcours n'est qu'une histoire. Donc nous, au départ, notre métier, c'est de créer une histoire. Et ensuite, on va challenger des designers de différents corps de métier pour fabriquer les modules de cette histoire. D'accord ? Donc, par exemple, on va aller voir un web designer pour nous fabriquer les interfaces d'un outil numérique qui fait partie de ce parcours. On va aller voir un designer industriel pour aller fabriquer une borne ou fabriquer un outil qui fait partie du parcours, etc. Et on garde une vision cohérente de l'ensemble de l'histoire de l'utilisateur. Alors que souvent, celle-ci, elle est segmentée. Et ça pose souvent un problème, puisque vous avez par exemple les questions de chaîne d'accessibilité ou de chaîne d'accès. C'est-à-dire que les personnes pouvaient rentrer dans le musée, mais elles ne pouvaient pas monter dans le bus qui allait au musée. Donc ça ne sert à rien. D'accord ? Donc comment nous, on garde un regard sur l'ensemble de l'expérience de l'utilisateur pour avoir accès à ce service ?
Et donc le design de service, il va écrire cette histoire, identifier les points de contact, et ensuite s'appuyer sur différents partenaires designers pour fabriquer ces points de contact. Et nous, on garde une sorte de direction artistique un peu, hein, c'est-à-dire qu'on s'assure en permanence que chaque pièce du puzzle reste cohérente avec le puzzle. Donc très concrètement, l'enjeu du design de service, hein, c'est de passer d'un espace où le fil de l'utilisateur est assez chaotique à quelque chose où les choses s'enchaînent de façon assez naturelle et fluide. Design de service et design d'objet, bon, c'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire que finalement le design de service vient poser une histoire, il s'appuie sur des experts, des designers, et au milieu de tout ça, nous on met un chef de projet qui a vocation à faire travailler tout ce monde-là ensemble sur un planning, un budget et une évaluation de la performance, quoi. Et le socle, c'est bien sûr le public. C'est le public qui à la fois initie le projet parce qu'il y a un problème qui est identifié et vient ensuite challenger les propositions sur des phases de test à différents moments. Et in fine, en tant qu'utilisateur, dit ça me plaît pas comme expérience. En termes d'étapes, bon, on retrouve les étapes assez classiques du design. En soi, il n'y a rien de très original, mais en gros, on commence par l'immersion, le diagnostic. La petite particularité peut-être qu'on a, c'est qu'on peut passer jusqu'à 1 an à découvrir un nouveau public. C'est-à-dire que pour nous, ça c'est fondamental. Si on n'a pas l'expérience, nous, du public, des situations d'usage, du thème, et même parfois juste du réseau des partenaires impliqués, on n'y va pas. Donc on prendra le temps qu'il faut. Mais on investira le temps et les moyens qu'il faut. Et donc, vous voyez, pour ce genre de choses, l'intérêt d'avoir une activité économique, c'est que ça nous permet aussi de payer ce temps-là, d'adaptation et d'immersion dans les sujets. Ensuite, on va rentrer dans la conception. Hein. Il y a un sujet qui est sorti, on essaye de trouver les bonnes idées, etc. Ensuite, on prototype l'idée, on fait des itérations avec l'étape 2. Hein. On reconçoit, on transforme, on reprototype, etc. Et puis, on arrive au déploiement. Et c'est le déploiement où il y a le petit effet magique de la conception universelle, c'est que vous déployez, non pas sur le public avec lequel vous avez créé, mais auprès de tout le public. Et là, vous avez le petit effet magique de conception universelle avec les gens qui disent « Ah, c'est mieux qu'avant quand même », alors qu'ils n'étaient pas du tout le public cible du projet initial. Donc voilà, le rôle du design, si je fais une toute petite synthèse, c'est pas du care. C'est-à-dire que le design du care, il y a une confusion entre le design du care qui s'intéresserait au handicap, alors que le design du care, pour moi, c'est le design des espaces de soins et des espaces de prise de soins. Ce qui n'est pas du tout la même chose que le handicap et le design. Ça, c'est pour moi vraiment une confusion qu'il faut vraiment extraire, parce que moi, en ce moment, on me demande d'intervenir souvent dans les trucs design et care. Et moi, je dis, en fait, je sais pas, moi, quand quand j'emmène les sourds au musée, je fais pas du care, c'est de la culture. Quand on fait de l'insertion professionnelle de sourds sur des métiers innovants ou de personnes déficientes intellectuelles, c'est pas du care, c'est de l'emploi. Donc non, c'est pas du design et du care. Le design et le care, c'est prendre soin et le soin pour tout le monde. Et dans le care, bien sûr, il y a les personnes en situation de handicap qui sont des utilisateurs, mais comme dans toutes les autres thématiques du design. Puisque les personnes handicapées, elles travaillent, elles ont un métier, elles ont des enfants, elles ont tout, quoi. C'est des personnes, c'est pas des personnes malades. Donc ça, c'est le premier sujet. Non, je ne fais pas du design dans le care. D'ailleurs, je n'ai quasiment jamais travaillé pour du care, en vrai. À part le médico-social, qui est un peu frontalier. Mais je n'ai jamais travaillé pour des hôpitaux. Enfin, c'est pas du tout mon espace de travail, en vrai, au quotidien. Donc non, moi, mon espace de travail, c'est la cité. C'est tout. Et donc, on est dans le design créatif et performant. Moi, mon sujet, c'est de passer par les personnes en situation de handicap pour rendre plus performants et plus créatives les nouvelles propositions de parcours utilisateur. Très simple, très bref. Donc voilà, pour moi, le rôle du design, il est là. Je ne fais pas du design bienveillant, je ne sais pas quoi. Je pense qu'on peut combiner le fait de faire des choses bien, d'être cohérent avec ce que doit être l'éthique d'un designer, sa vision de société. Et je pense qu'on ne peut pas faire de design sans vision de société. Ça me paraît complètement absurde, puisqu'on crée les expériences des citoyens. Donc on ne peut pas le faire sans avoir soi-même une éthique et une vision de société. D'où le fait que je trouve super d'être là aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas pour moi, cette éthique croisée avec le design, c'est fondamental en fait. Et de deux, c'est juste de se rendre compte que c'est au-delà de cet engagement personnel, aussi tout à fait pertinent en termes de métier. C'est stratégique en termes de métier. Donc voilà, exemple de projet, je vais faire très court et vous pouvez très largement voir ailleurs, mais on a été sollicité pour travailler sur l'accès au brossage de dents pour les enfants autistes, les tout petits. 2 grands enjeux qu'il faut avoir en tête. L'enjeu de la famille, parce qu'en fait, plus vos enfants sont autonomes, plus vous pouvez vous reposer. Et quand vous avez un gamin autiste, c'est un vrai sujet, la question du répit des aidants. Donc le fait que l'enfant développe des compétences, c'est un levier. Et puis, le brossage de dents, parce que ça a plein de conséquences si vous ne lavez pas les dents. Et donc, on invente un outil qui s'appelle Ben le Koala, que vous pouvez trouver,
et on a 140 000 téléchargements. La plupart de nos utilisateurs n'ont pas de rapport avec l'autisme, mais ils trouvent ça super simple et super clair, parce qu'on est passé par les gamins autistes. Donc voilà, vous pouvez regarder. En termes d'accessibilité aux services numériques, c'est pareil. On a travaillé sur un démonstrateur pour rendre accessibles certains services numériques, et au final, tous les utilisateurs ont dit « Ah, c'est plus clair comme ça ». Donc on est passé par la déficience intellectuelle, qui a des contraintes et des problématiques spécifiques, et puis on a juste créé un service qui est simple à comprendre et simple à circuler. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez facilement le voir. Bon, je vais vous épargner toutes ces parties-là, mais vous pouvez les retrouver. Et ensuite, on a travaillé sur l'illettrisme et l'accès. Donc là, on a travaillé pour la préfecture de région sur repérer les personnes en situation d'illettrisme et les emmener vers la formation. Puisqu'il y a plein de personnes qui passaient au-delà, enfin dans les mailles, on va dire. Et ça, c'était intéressant parce que finalement, la clé centrale, c'était que le service public cherchait des solutions pour lutter contre l'illettrisme des gens. Et la première chose qu'on a fait, c'est quel est le besoin exprimé par les gens. Puisqu'il n'y a personne qui se lève un matin en disant « je voudrais lutter contre mon illettrisme ». Ce n'est pas du tout un besoin exprimé. Donc en tant que designer, vous ne pouvez pas travailler sur un besoin pas exprimé, c'est quand même assez laborieux. Donc déjà, au début, on a essayé de comprendre ce que ces personnes vivaient comme difficulté et qu'est-ce que le design pouvait amener comme proposition au regard de ça. Donc on a reconstruit tout un parcours, on part de leurs problématiques et on les ramène vers le fait que, finalement, si elles savaient lire et écrire, ces problématiques, elles ne se répéteraient pas. Donc c'est un petit changement de posture, c'est un projet qui est maintenant, on est en train de prototyper la proposition que le groupe a construite. Et donc on est très content parce qu'on va rentrer dans le dur. Donc voilà, juste pour conclure, les enjeux pour le design, vous l'avez compris au fil de tout ça, mais très clairement, cette question de design de service en conception universelle, pour moi, pour les enjeux pour le design, c'est de se rapprocher des publics atypiques, fragiles, peu importe comment on les appelle, mais en fait des gens qui vivent le monde différemment. À la fois parce que c'est génial à vivre en tant que personne, en tant que soi, c'est assez chouette. 2, parce que ça va vous faire découvrir, apprendre plein d'outils, plein de stratégies, plein de choses auxquelles vous n'aviez jamais pensé. Et 3, parce que ça va vous permettre d'être meilleur dans votre métier. Et je dirais 4, la petite cerise sur le gâteau, vous allez vous coucher en vous disant que vous avez fait un truc qui fait quand même du sens. Donc ça va peut-être aussi réconcilier votre métier et votre éthique. Ça, c'est plutôt chouette. Et donc voilà, de garder ça. Donc côté des designers, comment vous réappropriez ce sujet, comment vous réinvestissez la diversité dans une envie et dans un intérêt et non pas dans une bienveillance. On est toujours plus dynamique quand on a intérêt que quand on veut être gentil. Donc c'est aussi important de savoir que dans les moteurs perso, c'est quand même un peu plus dynamique. Deuxième sujet, c'est peut-être aussi dans les formations et dans tout l'univers des écoles, comment on réintroduit ce sujet-là comme un levier et non pas comme un sujet. Et donc pas dans le care, mais peu importe le sujet sur lequel on travaille, ces personnes, elles existent et elles peuvent être des ressources. Et je dirais en troisième, du côté des clients, comment les clients commanditent de plus en plus de la conception universelle et disent non, moi, mes utilisateurs, ils sont pluriels. J'aimerais bien que vous me proposiez des solutions qui vont s'adapter à des diversités d'usages. Donc voilà un peu pour moi les enjeux du design aujourd'hui sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Eh ben, rebonjour. On se retrouve donc avec Simon en live là, pour pouvoir répondre un petit peu aux différentes questions. Alors, il y en a quelques-unes qui commencent à apparaître dans le chat et puis on en avait quelques-unes nous aussi. Peut-être une des premières questions, d'ailleurs, en fait, tu concluais quasiment sur ça. Hein, finalement, tu parlais effectivement des clients qui, d'eux-mêmes, ont la conscience d'avoir un public qui est finalement assez large et qu'il faut concevoir de base avec, pour ces publics-là et qui, donc, qui ont vraiment une volonté de les prendre en compte. Justement, est-ce que c'est difficile d'aller les convaincre, de récolter des budgets suffisants, notamment avec des phases de recherche qui peuvent être assez complexes, assez longues? Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que c'est difficile du coup? Bonjour, enfin bonsoir, rebonsoir. Alors c'est une vraie question sur les budgets, c'est pour ça que j'ai expliqué aussi la démarche d'ensemble, c'est-à-dire que nous on capitalise de projet en projet. Et donc sur les autistes, on a passé 1 an, mais c'était au tout début. Et c'était pas sur un projet pour un client, c'était pour nos projets à nous. Donc c'est un projet sur lequel nous on a décidé de se mobiliser. Et donc c'est vraiment cette espèce de vase communicant entre des projets qu'on mène qui nous permettent de réaliser un progrès social et en même temps de monter en compétences, en expérience, en vision. Et puis derrière, ça permet sur finalement n'importe quelle prestation sur laquelle on interviendrait de revaloriser cet acquis. Et donc pour nous, c'est un investissement en une fois. C'est un peu, pour moi, c'est un peu comme si on disait à un designer, pour le client, du coup, comment tu vas faire pour apprendre à dessiner? En fait, ça fait partie de sa boîte à outils déjà. Et le client ne paye pas l'investissement initial. C'est pour ça que je disais que le rapport aux écoles est important aussi. Et nous, dans notre structure associative, on a nos projets sur lesquels on développe des savoir-faire.
Et ensuite, on a les prestations sur lesquelles on déploie notre savoir-faire au-delà de nos projets. Et d'ailleurs, ça fait le lien avec une autre question qui était posée par Tiffaine, c'est est-ce que vous avez des outils de prédilection pour le design de service en conception universelle? Des outils de prédilection, c'est-à-dire... Je pense qu'en fait, effectivement, alors moi je l'entends au sens des outils de designer, des méthodes, des services, quels qu'ils soient, notamment des méthodes qui vont permettre aux usagers, enfin, de prendre en compte des usagers qui seraient en situation de handicap. Est-ce que vous avez des outils comme ça qui sont spécifiques à votre pratique? Oui, en fait, donc, bon, bien sûr, on s'alimente et on se nourrit de tout ce qui est design thinking, les techniques de facilitation, d'interview, etc. On les adapte à nos publics, hein, parce que par exemple, si vous travaillez avec des sourds en langue des signes, vous devez intégrer un interprète dans la partie, donc ça peut parfois être un peu complexe dans l'agencement. Si vous intégrez des publics non verbaux, vous devez revoir tous vos process, parce qu'ils ne vont jamais exprimer avec des mots ce qui se passe. Donc, on a travaillé avec des chercheurs pour construire des protocoles d'évaluation ou d'interview a posteriori avec des gamins qui ont des troubles de l'expression ou une incapacité à s'exprimer. Et puis après, bon, on va dire, ce qui me semble être la flexibilité du designer, c'est-à-dire nous-mêmes, on a des habitudes de posture qui font aussi qu'on adapte nos postures, nos lexiques, même parfois notre présence physique, on va l'adapter en fonction du public et du contexte. Tu parlais là finalement de ce qui était de l'ordre plutôt des interviews, effectivement, de la phase de recherche en amont, si je comprends bien. Est-ce que vous arrivez ou vous cherchez à les impliquer aussi, même dans la conception des solutions, vraiment dans des phases un peu plus peut-être tardives lors des projets? Complètement, oui. En fait, c'est une vraie complexité. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver parce que de plus en plus, on est confronté à des gens qui nous disent est-ce que ce sont les utilisateurs qui ont inventé la solution? Alors bon, moi je dis c'est pas leur job non plus. Ils sont pas designers, on peut pas leur demander de faire tout le boulot. Par contre, on peut pas les évacuer du process. Donc il faut trouver le bon équilibre dans l'implication. Et notamment, bon, par exemple, si vous prenez des personnes sourdes, vous n'êtes pas finalement dans une grosse difficulté parce que elles ont une capacité intellectuelle classique, etc. C'est juste une question de langue. Alors que si vous prenez des personnes avec une déficience intellectuelle assez forte ou avec de l'autisme, là, en termes de participation à un collectif, de contribuer dans les outils, là, par exemple, on va travailler sur un sujet où on doit créer des ateliers d'intelligence collective et il y aura des personnes aveugles. Et quand vous regardez tous les outils de l'intelligence collective, c'est que des outils visuels. Donc, ça va être un sacré défi de trouver comment on réadapte ces pratiques pour permettre la circulation de la parole et des idées alors qu'on ne peut pas passer par le visuel. Donc, ça va être super intéressant, mais ça va être un boulot de fou. Et je pense qu'on documentera ça justement pour partager dans les réseaux et la communauté sur comment on peut adapter des pratiques d'intelligence collective à des publics qui ont des handicaps qui sont particulièrement complexes pour ce genre de séquences. Ouais, j'ai hâte de voir ça parce que finalement ça paraît un sacré défi quand même. Ouais, on avait aussi d'autres questions. Alors celle-là, c'est nous qui l'avons eu. C'était pas dans le chat. C'est tu le sais, on fait une conférence qui est principalement dédiée à la question du numérique. Nous, on a l'impression que le numérique, c'est souvent beaucoup plus un problème qu'une solution, notamment en termes d'accessibilité, qu'il y a globalement très peu de services numériques qui sont bien accessibles. Et d'ailleurs, on n'est probablement pas les mieux, les plus performants à ce titre-là à designer éthique. Et on essaie de s'améliorer. Est-ce que c'est un constat que tu partages sur le numérique dans son ensemble, ou est-ce que, à ton avis, c'est un faux problème et c'est pas plus compliqué qu'ailleurs? En fait, le numérique, c'est un peu. En fait, le numérique a été quand même un des fers de lance d'accessibilité, au sens où, quand même, très tôt dans le numérique, on a eu le W3C, les contraintes d'accessibilité, notamment parce qu'il y avait les personnes déficientes visuelles qui ont fait beaucoup de lobby sur le numérique, hein, puisque c'était une pratique nouvelle qui allait très, très, très difficile pour elles s'ils n'étaient pas accessibles. Donc, je pense que le numérique a quand même été assez précurseur sur la réflexion d'accessibilité. Assez vite, il s'en est emparé dans mon savoir, en tout cas. Après, par contre, il s'est très vite restreint justement soit aux personnes déficientes visuelles, donc aux outils adaptés pour elles. Et puis, il y a un mouvement qui est en train de se structurer un peu mieux, qui est celle des interfaces et des contenus. C'est-à-dire que circuler dans l'information, c'est bien, mais si on ne peut pas la comprendre et si on ne comprend pas l'enchaînement d'une information avec la suivante, ça ne sert à rien en fait. Donc, nous, on travaille beaucoup sur, on va dire, ce qu'on appelle la chaîne d'information, hein, et des choses qui permettent de faire en sorte qu'une fois que vous arrivez sur un module d'information,
ce module d'information, vous réussissez à le comprendre, à vous l'approprier et à y réagir. Donc, moi, je pense que le numérique, ça va. Il y a pas mal de choses. Il y a les sous-titrages automatiques qui progressent quand même bien. Il y a ces synthèses vocales. Par exemple, les synthèses vocales, il y a des déficients intellectuels qui utilisent les synthèses vocales parce qu'ils ne savent pas lire. Donc, il y a plein de valeurs secondaires qui sont générées par ce genre d'outils. Après, il y a plein de promesses qui n'ont aucun sens dans le numérique, mais ça, je pense que c'est vrai sur tous les sujets. Il y a beaucoup de promesses qui font des effets d'annonce, mais dans le sujet de l'accessibilité, c'est un peu dommageable parce que ça a refroidi beaucoup les publics, donc ils sont très très frileux sur les innovations parce qu'on leur a vendu du rêve pendant 20 ans. Et donc maintenant, quand on leur promet un truc, ils disent oui, oui, bon, le 50e truc qui va faire que tout va aller, voilà. Donc moi, je pense que le numérique a des clés qui sont déjà quand même pas mal et qui progressent. Et enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et l'autre clé du numérique que je trouve intéressante, c'est la personnalisation de l'expérience. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut personnaliser le dernier kilomètre, en fait. Comme je le disais pour la lecture numérique dans la petite conférence, finalement, on a des outils de paramétrage de l'expérience personnelle, soit par du logiciel, soit par même du matériel. Le fait d'avoir un écran très grand, d'avoir la synthèse vocale ou un clavier braille ou des choses comme ça. Donc, vous pouvez brancher sur le numérique des aides techniques. Et en plus, dans le numérique, vous avez des optionnings pour faire de la personnalisation. Donc, tout ça, c'est quand même magique pour le handicap. Et après, par contre, je dirais, un truc qui rend, de mon point de vue, un petit peu plus complexe, c'est aussi la place du numérique dans la vie des personnes. C'est-à-dire que le contre-exemple pour moi, c'est la personne âgée à domicile à qui on dit on va te mettre de la domotique partout. Et du coup, ta vie, elle va être simple. Tu appuies sur un bouton et ta maison, elle s'ouvre, ton potager, il est arrosé et la télé, elle s'allume. Donc, je pense que parfois, il y a une intrusion de la technologie dans la vie sociale avec pas assez de réflexion sur la vie sociale de la personne et les conséquences potentielles. Enfin, donc, voilà, cette partie, moi, m'intéresse beaucoup de ne pas penser que faciliter la vie, c'est la clé, en fait. La clé, c'est de donner aux personnes un défi gérable. Mais si dans votre vie, vous n'avez plus de défis, vous mourrez plus vite, en fait. Donc, tout ça, ce sont des questions qui me semblent assez intéressantes. Bah, effectivement, on avait également une question qui concerne un peu cet aspect-là, qui disait dans une démarche universelle, ou en tout cas se revendiquer en universel. Est-ce que, effectivement, vous cherchez à prendre aussi en compte, vous arrivez à prendre en compte aussi les questions sociales derrière, en termes d'accessibilité à des services? Typiquement, on parle quand même pas mal, et je vais pas reciter le débat incessant qu'on a ces derniers jours sur une certaine technologie qui pointerait le bout de son nez, mais sur effectivement, typiquement, l'accès enfin, l'exclusion numérique, les questions même effectivement, d'inclusion numérique au sens beaucoup plus large, pour avec comment on dit, le fait d'arriver finalement à l'appréhender, cette technologie, de la comprendre aussi, de la maîtriser, au-delà des questions de handicap physique qu'il peut y avoir, quoi. Donc, est-ce que finalement, dans une démarche universelle, vous arrivez à prendre ça aussi en compte? Et Alix qui précisait les personnes âgées, les personnes défavorisées, notamment, ouais, comme... En fait, c'est ce que je disais, par exemple, pour des personnes qui ont des problématiques de lecture, elles vont rejoindre... En fait, il y a un truc dans le handicap qui est intéressant, c'est que nous, le parti pris qu'on a, le changement qui a été un changement de paradigme assez important il y a peut-être 7-8 ans, c'est qu'on part plus du handicap, on parle de la compétence ou de la difficulté en termes de compétences. Et en fait, quand vous ne savez pas lire, peu importe si vous êtes déficient intellectuel ou pas déficient intellectuel, vous ne savez pas lire. Et donc nous, en fait, et comme je vous disais, finalement, c'est l'outil que les aveugles utilisent pour lire qui finit par aider les déficients intellectuels. Donc nous, normalement, dans notre démarche, tous les publics fragiles, enfin, en tout cas, pas tous, parce que c'est pas possible, mais en tout cas, on essaye, bien sûr, et normalement, on fait le pas, c'est que ça fluidifie et ça facilite l'accès pour tous les publics fragiles. Que ce soit pour des raisons sociales ou des raisons de compétences, premier savoir, lire, écrire, compter, etc. En tout cas, c'est des choses qu'on concerne beaucoup parce que, par exemple, quand moi j'ai commencé avec le public sourd, une des problématiques du public sourd, ce n'était pas tellement d'être sourd, c'était d'avoir rien appris à l'école. Et donc, leur problématique, elle était celle d'un public qui n'a pas les compétences et les savoirs de base ou la culture générale parce que l'école n'avait pas fait le job. Et donc on travaillait avec eux principalement sur du développement culturel, sauf qu'on mettait des outils en place qui permettaient de le faire et on combinait un projet d'accessibilité avec un projet de mise à niveau ou de participation culturelle ou des choses comme ça. Nous, c'est toujours un peu le croisement, hein. On fait de l'innovation pédagogique croisée avec de l'accessibilité. Ouais.
Et alors bon, on a plein de questions super intéressantes. Là encore, ça arrive, ça défile. On essaiera de te les transmettre. On va être obligé malheureusement de te poser seulement une dernière question et on voulait faire un pont avec beaucoup de choses qu'on a dit auparavant au cours de l'événement. Et notamment, on a beaucoup abordé la question de l'éco-conception. Et notamment tout à l'heure, alors pendant que vous regardiez la table ronde des entreprises, nous on discutait avec Hélène et avec Thomas et on parlait beaucoup de la question, enfin du fait que en tout cas l'éco-conception, ça va être un facteur d'accessibilité qui est souvent prégnant dans les services numériques. Est-ce que toi, Simon, c'est un point de vue que tu partages? Est-ce que vous faites des ponts sur ces questions d'éco-conception ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore trop loin ou en tout cas qui n'est pas pertinent de votre point de vue? Alors, j'avoue que j'ai pas beaucoup creusé le sujet, donc ça serait sûrement intéressant de l'explorer. Dans l'éco-conception, il y a une logique dans ce que j'en connais, mais encore une fois, je ne suis pas du tout cultivé sur le sujet. Mais il me semble d'épurer et de simplifier les usages, et là, on va se retrouver. Parce que nous, des fois, dans l'accessibilité, un truc qui nous ennuie, c'est l'excès de surcouche ou l'excès d'options ou tous ces machins-là. Et en fait, pour les usagers qui ont du mal à choisir, du mal à se repérer, ben, nécessairement, ça augmente la complexité pour entrer dans le truc. Normalement, ça fluidifie les parcours, ça veut dire que ça consomme un tout petit peu moins de ressources parce que les parcours sont plus tracés, sont plus fluides, etc. On a un deuxième truc, c'est que ça évite la multiplication des outils parce que vous en avez un au lieu d'en avoir un pour certains et un autre pour d'autres. Donc, typiquement, vous allez à un accueil, vous allez avoir 2 types d'accueil ou 2 bornes sur lesquelles se brancher. Donc, parfois, on a une multiplication des devices parce que le device 1 ne fait pas l'ensemble des publics. Donc, voilà des choses auxquelles je peux penser. Mais c'est vrai que sincèrement, j'ai pas un gros bagage là-dessus. Donc, ça vaudrait carrément le coup d'être exploré. Non, mais ça boucle complètement en fait avec toutes les problématiques qu'on voyait. Effectivement, l'éco-conception au sens de la sobriété amène une simplicité qui fait que ça augmente l'accessibilité du service en fait. Bah écoute, on te remercie infiniment pour ta conférence qui était super riche, qui a été super appréciée dans le chat. On voyait pas mal de remerciements. On essaiera peut-être de transférer aussi les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre pendant cette session. Et on te remercie voilà, encore infiniment pour ta participation. Et on va passer à la conclusion de la journée avec mes 2 camarades, Dominique et Nicolas. Et peut-être pour commencer la conclusion, parce qu'on ne l'a peut-être pas encore fait assez, mais moi je voulais vraiment remercier tous les bénévoles de l'événement, notamment Chloé par exemple, Chloé qui est restée hier jusqu'à très tard, jusqu'à quasiment minuit pour finir les sous-titres. Je sais plus d'ailleurs si c'était pas c'était pas la tienne Simon, c'était celle de Pierre-Yves sur Framasoft pour que vous ayez les sous-titres aujourd'hui. On a bossé jusque tard hier et notamment Chloé. Et puis remercier aussi toutes les personnes qui modèrent le chat depuis le début de la semaine, que ce soit Denis, Julie, Laurent, Patrick et Émilie qui font un super taf. Et Hélène, pardon, qui font un super taf et qui nous ont notamment vachement simplifié la vie aujourd'hui en organisant les questions, etc. On avait presque l'impression qu'on n'avait plus besoin d'être là en fait. Bon alors on en dit quoi de cette journée Qu'elle fut riche, hein, comme toutes les autres, hein, et bien instructive sur plein de points. Qu'est-ce que vous aurez retenu, vous ? Je pense que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit à quel point même des sujets qui pourraient paraître soit par leur contexte, ou en tout cas le thème qu'on aurait pu donner, comme même là, hein, finalement, ou les intervenants qu'on aurait pu ramener autour de la table, je pense clairement à Pierre-Yves Gosset, hein, mais sur des sujets qui paraissaient très techniques, ou finalement, où les intitulés pourraient paraître finalement de la liste de bonnes pratiques ou quoi, qu'on se retrouve toujours finalement à aborder des questions hautement politiques et philosophiques. Ça, je pense, c'est un pattern qui a finalement un peu traversé tous les 4 premières journées de l'événement, ce que je trouve finalement très très bien, parce que je pense que c'est là aussi qu'il faut monter jusqu'à cette remise en cause aussi, il faut se poser ces questions-là, donc je pense que c'est intéressant de voir ça et de voir à quel point, à nouveau, je pense qu'on ne fait que le répéter, mais tout se croise énormément. Là, tu faisais la conclusion, Karl, effectivement, dans le lien entre accessibilité et co-conception, et on l'a vu même à nouveau pour prendre la conférence de Pierre-Yves, à quel point aussi, là, on retrouvait plein de choses et plein de thèmes qu'on avait pu évoquer par ailleurs. Donc je pense que c'est ça qui est très riche et qui encourage en tout cas, comme on a pu le dire précédemment, à avoir ce regard probablement interdisciplinaire entre les différentes façons de prendre les idéales, les différentes thématiques, de voir à quel point elles sont liées. Et puis d'aller aussi échanger avec, à nouveau, avec des développeurs, avec des sociologues et des philosophes, et de sortir un petit peu des bulles et des sphères qu'on a l'habitude d'avoir, parce que c'est vrai qu'on se rend compte à quel point tout le monde finalement parle souvent de ces thématiques qui sont très proches et que c'est là qu'on arrive à aller
vais pas faire un poncif classique, mais qu'on arrive en tout cas à aller, je pense, quand même beaucoup plus loin et dans le bon sens, à mes yeux. Ouais, complètement, ouais. Je partage totalement ce point de vue. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est que demain, Exact. demain, c'est la dernière journée, déjà. Ça aura passé très très vite. Et demain, c'est une très très belle journée. Ouais, avec là, on va voir vraiment. Déjà, pendant toute la semaine, on a eu une vision d'alternative possible et que les gens ont pratiqué. Et ça, c'est super intéressant en termes d'expérience et de retour d'expérience. Demain, on va parler de quoi? De monnaie locale. Voilà. De démocratie et de technologie. Exactement. Et d'éthique dans les jeux vidéo. Voilà. C'était pas un beau programme, ça. Hein? Donc on recevra précisément Dante Edm Sangiorgio pour parler de monnaie locale et plus précisément de la monnaie Eusko dans le Pays Basque. On recevra ensuite Yael Benayoun et Irénée Regnault pour parler de la sortie de leur livre effectivement sur la technologie, le lien entre les technologies et la démocratie. Technologie partout, démocratie nulle part. C'est un titre bien évocateur. Bien évocateur, ouais. Et enfin, on recevra Célia Audan pour parler, là encore, de son livre aussi, mais surtout de son expérience du X dans le monde des jeux vidéo et de l'éthique dans le monde des jeux vidéo, et en partant de son expérience sur le jeu Fortnite, puisqu'elle était à la tête de l'équipe du X de Fortnite. Donc ça s'annonce une super journée. Et en plus, on aura 1 heure pour faire une conclusion tous ensemble. On aura aussi Pauline du Laptop qui nous accueille depuis le début de la semaine, qui viendra nous rejoindre pour faire cette conclusion. On remercie à nouveau Pauline du Laptop parce que sans elle, je sais pas ce qu'on aurait fait. On n'aurait pas fait de live en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est tout simple ça. Ouais, dans la rue, tiens, ça aurait été bien. Avec nos masques, tout et tout. Ça aurait été super. Super. Et écoutez, on vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain à 14h pour les ateliers, 13h pour ceux qui sont inscrits à la fresque du climat. Exceptionnellement, ça dure 3 heures. 14h pour l'atelier de Gauthier Roussil sur le design pour un territoire. Et à 16h pour les conférences et le live. Très bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Merci.